Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire Gabon Eco. Gabon Eco voudrait aujourd'hui plancher sur un thème qui, en ce moment, défraie la chronique, hein, au niveau notamment des réseaux sociaux, au niveau de certains amphithéâtres de l'université où on étudie l'économie, où on étudie la monnaie. Et le problème du franc CFA ressurgit. Et nous avons d'ailleurs justement été intéressés par la sortie d'un haut cadre d'un pays frère aux États-Unis, justement, qui nous parlait de l'avenir du franc CFA, d'où le thème du jour. L'avenir du franc CFA, une monnaie qui nous sert ou une monnaie qui nous dessert. Et justement, pour en parler, nous allons recevoir ce jour quelqu'un qui est du domaine, quelqu'un qui a une expertise en la matière et qui aura son point de vue technique à nous donner. Donc, Gabon Eco, c'est parti. Gabon Eco reçoit ce jour Monsieur Ngembit Nit Harley, qui est fondateur de Crypto Afrique Future, qui est un cabinet de conseil et de formation en crypto-monnaie. Il est expert consultant en blockchain et crypto-monnaie, auteur et conférencier. Il a plus de 6 ans d'expérience dans le secteur de blockchain et de crypto-monnaie, pionnier de la crypto-éducation en Afrique francophone et notamment au Gabon. Monsieur Ngembit Nit Harley, bonjour, soyez le bienvenu à Gabon Eco. Bonjour monsieur. Ok, alors avec moi ce jour, nous avons la prise de son Brandy Angoué. Le service numérique est assuré par Paul Jessie. Paul Jessie, j'y arrive, Gérard Malikou, c'est moi. Vous allez excuser Fabien qui aujourd'hui est obligé d'assurer la réalisation parce que nous avions un petit problème interne. Gabon Eco. C'est parti. Déjà tout de suite, monsieur Ngébit, est-ce que la présentation que j'ai faite sur vous, vous sirez? Peut-être qu'il manque quelque chose ou c'est complet? Déjà, merci pour l'invitation et la présentation est complète. Ça. C'est parfait. Alors justement, mes auditeurs, nous le disions en termes de l'émission, nous voulons parler un peu de l'avenir du franc CFA. Mais déjà, avant d'en arriver là, peut-être lorsque nous avons décrit, lorsque nous avons présenté M. Ngembit, nous l'avons présenté comme un expert en crypto-monnaie, peut-être nous expliquer en des termes simples et accessibles, c'est encore quoi la crypto-monnaie? Ok, alors la crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% numérique, mais les gens très souvent ont l'impression de se dire que la monnaie numérique n'a aucune valeur parce que c'est virtuel. Alors, il faut comprendre que l'argent qui est dans le compte RT-monnaie, c'est numérique, c'est virtuel. Donc la crypto-monnaie, c'est exactement comme l'argent de votre compte RT-monnaie, sauf que il y a deux différences fondamentales. C'est 100% numérique, l'argent de RT-monnaie, on peut le retirer en cash. La crypto-monnaie, on ne peut pas retirer, on ne peut pas avoir le bitcoin en cash. Et la crypto-monnaie n'est pas contrôlée par un État ou une institution centrale. C'est-à-dire que quand tu as ton argent dans ton compte RT-monnaie, c'est contrôlé par Airtel. Et donc la crypto-monnaie, c'est comme l'argent qui est dans ton compte RT-monnaie, mais qui n'est pas contrôlé par Airtel. Et donc, il n'y a pas les contraintes et les restrictions. Airtel, par exemple, va te limiter au Gabon, ou bien avec JMAC Pay, tu peux être limité en termes de frais, en termes de volume. En crypto-monnaie, il n'y a pas toutes ces limites-là, parce que justement, il n'y a pas d'entité centrale qui contrôle le système. En gros, c'est ça. Oui, alors ben, justement, on parle de crypto-monnaie, mais en même temps, on parle aussi de monnaie numérique. Des fois, les auditeurs ou les apprentis économistes hein, que nous sommes, nous nous perdons un peu en conjecture. Mhm. On parle aussi des fois de blockchain. Mhm. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est? Qu'est-ce qu'on Ok. entend par là? La blockchain, c'est la technologie sur laquelle sont basées les crypto-monnaies. C'est-à-dire D'accord. que pour que les crypto-monnaies ne puissent pas être contrôlées par une entité centralisée, il fallait mettre en place un système informatique faisant en sorte de rendre possible cette décentralisation-là. Et en fait, la vision, en fait, pour que vous puissiez bien comprendre de façon simple, c'est que la blockchain, c'est comme un registre, comme à la banque. Quand tu fais des transactions à la banque, le registre, tout est noté sur un registre. Sauf que le registre de la banque est centralisé avec la banque. Il n'y a que la banque qui peut avoir accès aux transactions, qui peut voir ce qui se passe dessus, qui peut même modifier. Alors que la blockchain, c'est exactement comme le registre bancaire, sauf que c'est tous les utilisateurs qui détiennent ce registre-là. D'accord. Donc c'est un peu comme un registre bancaire. Si ça qu'à un seul endroit, si on pirate la banque, on peut pirater les données de tout le monde. Mais sur une blockchain, si tu veux pirater, il faut pirater tout le monde en même temps. Et il faut bien qu'il y a des centaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde qui détiennent ce registre-là. Si tu triches, tout le monde voit ce qui se passe sur le registre parce que c'est transparent. Ce qui fait que c'est possible de faire de la décentralisation. Si une information doit être écrite dessus, tout le monde doit se mettre d'accord. Donc c'est ça qui crée la décentralisation et qui rend possible le fait que les crypto-monnaies ne soient contrôlées par personne. D'accord. Avant d'aller, ou avant que d'aller dans le vif du sujet, nous allons quand même écouter justement ce qui nous a amené à choisir ce. Je suis le vice-président de l'AREN. Je suis le vice-président de l'AREN. Bon, je vais vous faire un peu mon parcours. Je suis issu de l'école américaine. Je suis issu de l'école américaine. Et pour faire mon doctorat, j'ai quitté les États-Unis pour venir le faire à l'université. J'ai fait le premier doctorat en économie numérique d'Afrique occidentale.
qui a recouvré 3 départements, les mathématiques, l'informatique et l'économie. Je l'ai fait ici, au niveau de l'université. Parce que ma spécialité, ce sont les monnaies numériques de banque centrale. C'est le premier doctorat au monde sur les monnaies numériques de banque centrale que l'euro va faire en octobre, comme le Digital One. On est à l'ère des monnaies numériques de banque centrale. La monnaie a changé de nom. Ça s'appelle monnaie de stabilité sociale. Il faut qu'on quitte ce CFA. Et, professeur, je vais vous donner une information. Les banques européennes ont quitté. Voilà, okay. Le professeur Ndiaye, que je connais bien et que souvent je discute avec. Les banques européennes ont quitté parce que l'euro sera digitalisé en octobre. Il ne faut plus utiliser le système Visa, ni Mastercard, ni American Express. Je fais partie du comité qui doit se réunir le 9 à Londres pour les 2 nouveaux ISO. Le ISO 20 au 22, qui est le système de messagerie, et le ISO que nous connaissons encore qui s'appelle le 13133. On va avoir des wallets de banque centrale. Toutes les banques commerciales vont disparaître. Ce qu'on a fait avec, comment dirais-je, les fintech, il y a que des qui sont reconnus par la BCAO. On va les faire avec les banques commerciales. C'est pour cela que 80% des banques commerciales sont des banques africaines. Il n'y a plus de banques européennes. La monnaie a changé de nom. Voilà, c'est pour ça que je te dis, monsieur le professeur, on est dans l'ère des monnaies numériques de banque centrale. Il n'y a plus de banque de correspondance. Maintenant, les échanges se font à partir du Forex Market. Et j'ai écrit ma thèse par rapport aux travaux de Nango. Et je vais dire pourquoi. J'ai fait 2 minutes. J'ai fait un MBA en finance sous la supervision du président de la Federal Reserve de New York, Timothy Garner. Ce que Timothy Garner avait dit, je suis sorti, Ndongo Sylla a dit la même chose. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment ce gars-là, un Sénégalais, peut-il avoir la même vision que celui qui a sauvé la crise financière de 2008? Alors j'ai dit que je vais écrire ma thèse sur ses travaux. Merci. Alors, nous venons d'écouter justement cet expert d'un pays frère, hein, qui c'est dans un amphithéâtre lors d'une grande conférence à Dakar. On n'en a pas vraiment tout peur de le dire. C'est des Africains. Ce n'est pas un afro-pessimiste, hein, on est dans la réalité. Déjà, votre commentaire à l'issue de cet audio. Alors, j'ai justement À commenté chaud. cet audio, oui, j'ai justement commenté cet audio sur LinkedIn et je disais justement que ce qu'il dit est totalement vrai à 100%. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Crypto Afrique Future et sur cette chaîne YouTube, ça fait 3 ans Faut aller doucement, que je le nom de la parle chaîne. Le nom de la chaîne. hein, Crypto Afrique Future. D'accord, c'est intéressant Voilà, pour nous. Ça va nous servir aussi de base de données lorsqu'on fera des recherches. exactement. Et ça fait quasiment 3 ans que je parle de ça, des MNBC. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, mais c'était quelque chose de très, très, très prédictible. Donc, j'ai partagé et je rejoins son avis, sauf que, pas totalement, et on en parlera. D'accord. Alors justement, notre ami a utilisé beaucoup de termes techniques. Bon, on va d'abord déjà commencer par... C'est une réalité, effectivement, que les banques commerciales, sur le plan mondial, ne font que disparaître. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ok, alors, déjà, pour comprendre pourquoi les banques centrales sont en train de disparaître, il faut comprendre c'est quoi une MNBC. Exact. Allons-y, commençons par là. Voilà. La MNBC, c'est quoi? C'est une monnaie numérique des banques centrales. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est directement émise par la banque centrale. Il faut comprendre que dans l'économie, c'est la banque centrale qui crée l'argent. Et l'argent est créé en fonction de la dette. Ça veut dire que pour qu'on crée de l'argent, il faut qu'une dette soit contractée. Et aujourd'hui, quand on crée de l'argent, ce n'est plus en imprimant des billets avec une machine. Aujourd'hui, l'argent, il faut savoir que 80%, 90% même de l'argent en circulation dans le monde est numérique. Il n'y a que 10% de l'argent qui circule qui est en cash. Donc, pour créer de l'argent, il suffit de cliquer sur un bouton aujourd'hui. Ce qui fait que quand les banques centrales créent de l'argent, elles vont prêter cet argent aux banques commerciales et les banques commerciales vont pouvoir prêter maintenant aux particuliers. Sauf que là, les banques centrales sont en train de vouloir centraliser la création monétaire pour que, au lieu que la banque commerciale serve de transitaire entre la banque centrale et le client, on enlève la banque commerciale pour que la banque centrale puisse directement émettre de la monnaie qui sera directement consommée par l'utilisateur final. Donc voilà pourquoi on crée les MNBC. Donc c'est une monnaie numérique qui est 100% émise par une banque centrale en direction des consommateurs finaux.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend par les wallets? Tu parlais de wallets de banque centrale. Voilà. Mhm. Les wallets, en fait, c'est des portefeuilles virtuels. D'accord. On peut dire que Airtel Money, vous avez l'application MyAirtel, Mhm, c'est un mhm. wallet, par exemple. D'accord, Voilà. d'accord, Donc d'accord. là, sauf que ce sont des wallets, parce que dans le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain, on utilise justement des wallets. D'accord. Et il faut savoir qu'une monnaie numérique de banque centrale est justement basée sur une blockchain. Mhm. Parce que justement, c'est la blockchain qui permet de pouvoir avoir une traçabilité de toutes les transactions qui se passent. Ce qui fait qu'en réalité, si la banque centrale le fait, c'est parce que la banque centrale va augmenter son niveau de contrôle sur l'argent en fait, des populations, d'une certaine manière. Donc, en fait, nous sommes en train d'arriver à la disparition de, on va dire, de la monnaie fiduciaire, hein, de l'argent que l'on Exactement, touche. c'est tout ça. exactement ça. Parce qu'une fois que l'on crée les MNBC, il n'y aura plus de cash. L'argent sera 100% numérique. D'accord. Et est-ce qu'il y a des garanties en termes de sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas encore les risques aussi de scandales, hein, financiers? Parce que vous savez, avec la cybercriminalité, hein, et même économique, ça existe. Exactement. En fait, justement, ils créent les MNBC à cause de la cybercriminalité de façon officielle. C'est ce qu'ils disent. Après, il y a des raisons officieuses. Mais de façon officielle, on va dire qu'une monnaie basée sur une blockchain est beaucoup plus sécurisée, on va dire, parce que là, en fait, ils ont le contrôle à 100% de tout. D'accord. Vu qu'il n'y a plus de cash, aujourd'hui, si je vous donne 10 000 francs, personne ne va savoir. Absolument. Mais si tout est numérique, Ouais. je peux vous envoyer même 100 francs. La banque est au courant. Ouais. Ce qui fait que ça va directement arrêter les blanchiments d'argent et tout ça. Quoi. Ah, voilà, un côté Voilà. positif. On va y arriver. Alors, on parle aussi de forest market. On est dans le monde de la finance, hein. C'est un peu comme dans l'informatique. Bien Quasiment sûr. tous les thèmes sont en anglais. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on entend par forex market? Alors, le marché du Forex, c'est le marché de toutes les monnaies, en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est sur ce marché, parce qu'il faut savoir qu'un marché financier, d'abord, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. D'accord. À l'instant T, Faut pas hésiter de revenir voilà. sur ce genre de définition. Voilà. À l'instant T, il y a des acteurs qui viennent acheter une monnaie. D'accord. À l'instant T, il y a des acheteurs qui viennent vendre une monnaie. Donc, c'est la rencontre là qui fait le prix d'une monnaie. Voilà pourquoi vous voyez que le dollar fluctue à l'instant T. C'est parce qu'il y a des gens qui achètent et qui vendent en même temps. C'est ça qu'il y a des fluctuations. Vous avez anticipé sur la question que je voulais poser. En fait, je vais reformuler la question en disant justement qu'est-ce qui fait la force d'une monnaie? Voilà, ce qui fait la force d'une monnaie, justement, c'est son utilisation. D'accord. Plus cette monnaie est utilisée, plus elle est plus elle forte. prend de la valeur. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Vous êtes dans un quartier, il n'y a qu'un seul boutiquier. Si les gens viennent acheter le pain, il peut même mettre le pain à 1000 francs. Absolument. Les gens seront obligés d'acheter parce qu'il est seul. Il est seul, Voilà. absolument. Mais alors, justement, au niveau de l'AES, on parle de village planétaire, hein, même s'il y a encore des groupuscules qui existent. Les mauvaises voix disent que les présidents ont décidé de se réunir justement dans ce cadre-là, vont se casser la tête. Quel est l'avis du technicien que vous êtes? Vous pensez que l'AES, en créant une monnaie, bon, donc on parle du Sahel et tout le reste, bon, bref, est-ce que en créant une monnaie, il y a des risques de se casser les têtes ou bien c'est plutôt une force le fait que ces pays-là se soient réunis? Alors, déjà, pour qu'une monnaie soit forte avec un seul pays, c'est un peu compliqué. Du coup, le fait qu'ils se soient unis, déjà, c'est très positif. Après, il ne faut pas oublier que l'Afrique a des matières premières. Et en ce moment, ils sont en train de justement mettre du temps à créer cette monnaie parce que pour créer une monnaie, c'est pas aussi simple que ça. En fait, il y a des prérequis à avoir. Donc, aujourd'hui, ce que l'AES est en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'accumuler massivement de l'or. D'accord. Donc, en fait, si vous voulez, quand on veut créer une monnaie, il faut que cette monnaie soit basée sur quelque chose de solide pour qu'elle puisse avoir une valeur. Il ne suffit pas seulement que l'économie fonctionne bien et que vous ayez une bonne balance commerciale et tout ça. Non, il faut aussi que la monnaie soit basée sur quelque chose. J'aimerais bien potentiellement expliquer un peu l'histoire de la monnaie pour comprendre d'où on vient pour... Il ne faut pas hésiter. Voilà. C'est l'objet de l'émission. Hein, voilà, justement, c'est assez plus pédagogique possible. Exactement. Parce que quand tu ne comprends pas d'où vient la monnaie, tu ne comprends pas l'utilité de là où la monnaie est en train d'aller. Exact. Lorsque la monnaie a été créée, à l'époque, c'était à cause du fait que le troc était défaillant. Parce qu'avant, on utilisait le troc. Le troc, c'est l'échange d'un bien contre un autre. Mais pour qu'il y ait troc, il faut qu'il y ait une double coïncidence des besoins. Il faut que toi, tu aies ce dont moi j'ai besoin et que moi j'ai ce dont et vice-versa. Voilà. Et donc, dans un village, c'est pas évident que tout le monde à l'instant T ait besoin de la chose de l'autre. C'est vrai. Voilà pourquoi le troc n'a pas survécu. Après, le troc, on a dû passer au coquillage ou bien au point de silex qui servait de monnaie, les courris. Voilà. Mais le problème avec ça, c'est que le but d'une monnaie, c'est d'abord de transférer la valeur dans l'espace et dans le temps. Donc, lorsque tu prends une monnaie comme le courri, que tout le monde peut ramasser partout, les coquillages, tout le monde peut ramasser, il n'y a pas de rareté. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la rareté qui fait la valeur. D'où l'importance de l'or, par exemple. Exactement. C'est pour ça, justement, qu'on a laissé les courris, tout ça là, pour aller utiliser de l'or, parce que c'est l'or est rare. Et le problème avec l'or, c'est quoi? L'or n'est pas suffisamment divisible et transportable. Si j'ai un lingot d'or et que je veux acheter une boîte d'allumettes, je fais comment?
c'est pas divisible. Lorsque je veux acheter une grosse villa, il me faut beaucoup de lingots d'or, je transporte ces lingots d'or là comment? Donc, en termes de sécurité, c'est pas Voilà. évident. Et en termes de sécurité, c'est pas évident. Voilà Mhm. pourquoi après, même les métaux précieux ont été abandonnés au profit de ce qu'on appelait à l'époque des certificats de dépôt. Ça D'accord. veut dire que les gens déposaient les banques chez l'ancêtre des banques qu'on appelait les orfèvres. D'accord. Et quand tu décèdes ta quantité d'or, on te remettait un certificat qui attestait de la quantité d'or que tu détenais sur l'orfèvre. Mhm. Et ce sont ces certificats-là qui Mhm. ont évolué en billets que l'on connaît aujourd'hui. Mais il faut comprendre que justement, ces billets-là étaient basés sur la valeur de l'or. Ce D'accord. n'étaient pas des billets qui étaient créés à partir de rien. D'accord. Donc, D'accord. la même quantité d'or qu'il y avait était équivalente à la quantité de billets. Maintenant, en 1971, Mhm. le président américain a décidé justement de rompre ce qu'on appelait les talons or, qui était le fait que la quantité d'or était égale à la quantité de dollars. Mhm. Parce qu'après, après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, les États-Unis étaient très forts et tout. Mhm. Et donc, ils ont signé l'accord de Bretton Woods avec 44 pays. D'accord. Et ces 44 pays-là, justement, devaient utiliser le dollar. Tout à l'heure, on a dit quoi? Que pour qu'une monnaie soit forte, il faut qu'elle soit plus utilisée. C'est vrai. Donc, voilà pourquoi les États-Unis ont fait en sorte que ces pays-là utilisent le dollar. Mais lorsque l'on a rempli les talons or, les USA pouvaient maintenant imprimer plus de billets qu'il n'y avait d'or. Et c'est à partir de là que tout le système financier qu'on connaît aujourd'hui là est devenu une arnaque. Parce que justement, lorsqu'on avait un billet, ça avait une vraie valeur. Mhm. Mais aujourd'hui, ton billet ne vaut plus rien parce que ton billet n'est créé à partir de rien. Justement, M. Guimit, vous anticipez un peu sur cette question parce Voilà. que vous l'avez expliqué, mais on va revenir dessus. Mhm. Il y a des pays, hein, dans le cas du Zaïre, Mhm. actuel RDC, et le cas de la Guinée-Conakry. Oui. Ces deux pays ont créé des monnaies, mais ça a été un fiasco. On prend un exemple, pour aller payer une baguette de pain, par exemple, il fallait avec une bourrette. Est-ce que c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre? Mais justement, lorsque ta monnaie n'est basée sur rien, Mhm. et qu'on en imprime, ça vient diluer la valeur de la monnaie. Mhm. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple terre à terre. Mhm. Vous avez un verre de coca. Dans ce coca-là, vous voyez que la couleur du coca est noire. Mhm. Alors, la couleur noire, là, c'est la valeur du billet qui a une vraie valeur adossée à l'or. D'accord. Maintenant, après, on met de l'eau dans ce verre-là. Mhm. Vous voyez que ça se dilue Ça maintenant. se dilue tout à fait. Et donc, ça, c'est les billets qu'on ajoute en surplus qui n'ont aucune valeur, là, qui viennent diluer la valeur. Voilà pourquoi on a ce qu'on appelle l'inflation, qui vient faire en sorte que la valeur chute. Donc, lorsque les Occidentaux veulent déstabiliser un pays qui décide de créer sa propre monnaie, il leur suffit seulement d'envoyer de faux billets ou bien d'imprimer de l'argent et puis on détruit cette monnaie-là. Alors, on dit aujourd'hui que c'est aussi, enfin, les nouvelles monnaies, souvent un moyen de stabilité sociale. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Quand on parle de stabilité sociale, c'est comme je disais tout à l'heure, ces monnaies-là sont directement contrôlées par les banques centrales. D'accord. On parlait de lutte contre le terrorisme. Exact. Donc justement, stabilité sociale, c'est parce que ce sont des monnaies qui sont anti-blanchiment d'argent. D'accord. Il y aura une visibilité beaucoup plus Total. facile. Voilà. Total. Mais alors, les banques centrales, par exemple, le cas on va parler de la Banque centrale de l'Afrique de l'Est, la Banque centrale de l'Afrique centrale. Ces deux banques émettent officiellement des francs CFA, mais ces deux francs CFA n'ont pas la même valeur. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, ce qui explique cela, c'est simplement que c'est une Parce que volonté. 10 000 francs CFA de Libreville n'a aucune valeur avec le 10 000 francs CFA d'Abidjan, par exemple, du Dakar. Bon, on peut dire que si, quand même. C'est juste que... C'est-à-dire que moi, si je joue avec mon 10 000 francs, je pars de Libreville pour Dakar, je peux Oui, pas oui, l'utiliser. oui, mais c'est dans ce volontaire. sens-là. C'est volontaire parce que si tous les pays de l'Afrique arrivaient à commercer de façon simple, ça ne devait pas arranger l'Occident. Donc forcément, ils ont mis en place des mécanismes financiers pour faire en sorte que les transactions et les conversions de monnaie entre ces deux États ne puissent pas se faire. Donc fondamentalement, moi je me dis que aujourd'hui, tant qu'on reste dans le franc CFA, comme le monsieur disait, on n'a aucun moyen de se développer. Je pense qu'on va pas revenir sur les problématiques du franc CFA. On doit investir 1 milliard ici en Afrique, 500 millions vont au trésor public français, les frais de conversion. Le franc CFA n'a aucune valeur sur le plan international. Avec le franc CFA, tu peux pas Pourquoi on doit s'arrimer forcément à l'euro, par exemple? Voilà, c'est parce que l'euro, il y a la parité fixe. Et la parité fixe, en réalité, on ne réalise pas parce qu'on est né dans une économie où notre monnaie ne fluctue pas trop. Mais en réalité, c'est un avantage. Parce que dans d'autres pays qui n'ont pas cette parité fixe, aujourd'hui, ton argent, c'est 1000 francs. Demain, c'est même 1000 francs, là, vaut 800. Après, demain, ça vaut 3000, ça vaut 13 000. Donc, en fait, en réalité, c'est cette parité fixe-là qui est garantie, qui, en réalité, nous aide un peu, mais qui nous dessert un peu plus parce que grosse partie de notre argent va au trésor public français et dans les frais. Alors que si on arrive à avoir notre propre monnaie, on n'aura plus ces difficultés-là. Et c'est là que justement les crypto-monnaies rentrent en jeu. Parce que comme je disais, pour créer sa propre monnaie, il y a beaucoup d'étapes avant. Et les crypto-monnaies, selon moi, sont une réelle... On peut revenir sur
des différentes étapes, justement, pour créer sa propre monnaie? Comment ça se passe Bon, sur un plan théorique, hein, de façon théorique, déjà, après ça dépend du contexte, hein. D'accord. La manière dont on va créer une monnaie dans un pays où il n'y a pas eu de colonisation, il n'y a pas eu de monnaie, c'est pas la Comme même chose. l'Éthiopie, par exemple. Voilà. Si on prend le cas d'ici, par exemple, au Gabon. Mhm. Alors, si on veut créer une monnaie, ça ne sert à pas d'avoir une monnaie si vous ne produisez rien. Ça ne sert à rien. On peut dire donc avec le président Oligui, on est déjà dans le bon processus. On est sur le bon avec processus. La transformation du Bangladesh. Exactement, hein, exactement. D'accord. Vous ne pouvez pas produire une monnaie si vous ne pouvez pas avoir une propre monnaie si vous ne produisez rien. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi l'idée, c'est justement de pouvoir produire d'abord de façon locale. Une fois que tu as produit, là, je vais prendre le cas avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, si on doit investir 1 milliard ici, c'est 350 millions qui vont venir à cause des 50% qui partent des frais. Par contre, si on investit en Bitcoin, si on achète nos produits en Bitcoin, c'est 1 milliard qui part, c'est 1 milliard qui rentre. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui fait que déjà, ça va faciliter en fait les transactions en enlevant déjà, parce qu'il y a aussi une grosse problématique. C'est la France qui décide des investissements qui rentrent ici. Et c'est un problème, c'est un gros problème. Alors que si on passe par le Bitcoin, c'est un peu ce que la Centrafrique a fait. Vous savez que la Centrafrique, c'est le premier pays africain à adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Absolument. Voilà. Absolument. Mais beaucoup de gens tirent à boulet rouge sur la RCA. En fait, c'est des mauvaises langues, finalement. Non, pas seulement. Non, attention. Parce que la RCA, ils ont adopté le Bitcoin, mais ils n'ont pas correctement, ils sont pas correctement pris. Il faut dire la vérité. Je pense que le président Akon Touadéra, il avait une bonne vision. Déjà, c'est un mathématicien, donc c'est quelqu'un voilà. Il comprend très bien les enjeux. Mais je pense qu'il y a eu quelques mauvais conseils, je pense. Certainement. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la main de la Russie derrière Voilà, justement, parce que la Russie aujourd'hui, si vous prenez des étudiants en Russie, quand ils transactent avec des crypto-monnaies, parce que le système bancaire a été bloqué. Et c'est ça justement le désavantage des systèmes financiers. Lorsqu'il y a eu le conflit Ukraine-Russie, les États-Unis ont bloqué les comptes de la Russie. Chez eux, absolument. Si un pays est capable de bloquer le compte bancaire d'un autre pays, ce n'est pas votre compte bancaire à vous qui est en sécurité. Absolument. Voilà. Alors que les crypto-monnaies, justement, permettent de faire en sorte qu'un État puisse avoir de l'argent que personne ne peut souveraineté financière, en fait. Réelle souveraineté financière. Mais alors, justement, si les pays comme le Gabon, parce que forcément, on va en arriver là, ça sera une grosse perte pour la France. Ben, bien sûr, ce sera une grosse perte. Si aujourd'hui on passe, déjà il n'y aura plus de contrôle, parce que comme je disais tout à l'heure, pour faire une transaction ici, la France est forcément au courant. Du coup, ça fait qu'ils peuvent intercepter, bloquer, etc. Avec les crypto-monnaies, ils n'ont aucun moyen de savoir. Ils n'ont plus 50% qui prennent, 75% de frais et tout ça. Donc, forcément, ça va être un gros manque à gagner pour la France. Mais comme je disais, ça ne sert à rien si on n'a pas notre propre capacité de production locale. Mais justement, alors, cet entêtement, lorsqu'on écoute notre expert, cet entêtement des pays africains à toujours avoir des banques commerciales pendant que au niveau de l'Occident, c'est l'inverse. Les banques commerciales disparaissent. Comment vous l'expliquez en tant que technicien? Je me dis que les banques commerciales aujourd'hui ne réalisent pas. Je ne vais pas citer les banques ici, hein, mais j'ai eu à discuter avec les responsables de certaines banques ici au Gabon. Quand tu parles de crypto-monnaies, ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas que c'est vraiment... Je vais prendre des exemples simples. Les coquillages et les points de silex ont été abandonnés parce qu'ils avaient des inconvénients. On a dû passer à l'or. L'or avait des inconvénients, on a dû l'abandonner pour passer aux billets. Les billets ont été abandonnés aujourd'hui pour passer aux monnaies virtuelles. Les monnaies virtuelles vont être abandonnées pour passer aux crypto-monnaies. Si les banques ne le comprennent pas, quand je parle de crypto-monnaies, j'inclus les MNDC dedans, les banques centrales. Donc, si les banques aujourd'hui ne le comprennent pas, elles ne pourront pas justement effectuer les changements nécessaires. Et justement, les banques locales ne comprennent pas. Alors, justement, notre expert parlait de la digitalisation de l'euro. C'est un avantage pour l'Afrique, notamment pour les pays qui dépendent de CFA, ou un inconvénient? C'est un grand inconvénient. Quand l'euro est digitalisé, si le système du franc CFA n'est pas adapté, arrimé à cette nouvelle réalité de là-bas, ça ne nous avantage pas. Si l'euro se numérise, à un moment donné, il faudra qu'on numérise aussi le franc CFA. Et je vous assure que le problème de la numérisation, comme je disais, c'est le contrôle. D'accord. Ce n'est pas un problème de numériser, c'est vrai, mais en réalité, on donne un pouvoir trop grand aux États et aux banques centrales surtout. Parce que, comme on dit, qui contrôle l'argent contrôle la vie des gens. Absolument. Et lorsque tu crées une MNDC, tu permets à une banque de pouvoir contrôler ton argent. Juste rappeler à nos militaires, quand on parle de MNDC, c'est monnaie numérique de banque centrale. Exactement. Et votre compte, donc les wallets dont il parlait, ça devient comme votre page Facebook, comme votre compte Facebook. Si Mark Zuckerberg vous fermez votre compte Facebook, il ferme ça quand il veut. S'il veut mettre des blocages de 3 jours, il met ça quand il veut. Parfois même on bloque ton compte Facebook, tu ne sais même pas pourquoi. Absolument. Mais ça va être la même chose avec nos wallets lorsque l'on aura des MNDC.
Donc, en réalité, ça pose un gros problème de souveraineté. Ça veut dire que la France aura encore plus de contrôle sur les pays africains, tellement plus de contrôle. Comment on peut faire pour éviter, enfin, par exemple, vous avez parlé de, c'est-à-dire que le franc CFA, sachant que le franc CFA est contrôlé par la France, est-ce qu'on va aller vers des dévaluations ou vers une dépendance encore plus accrue, comme vous le disiez tantôt? Justement, on va aller vers une Mais dépendance. comment faire pour anticiper cela ou pour éviter cela? Est-ce que c'est possible? C'est possible, bien sûr que Encore c'est faisant. possible. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire, parce qu'au Gabon, je suis, on va dire, le pionnier dans la crypto-éducation et je pousse vraiment fortement dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que j'estime que les crypto-monnaies, c'est la solution pour les pays africains d'avoir un moyen de transiter vers notre propre monnaie. Comme je le disais, on ne peut pas transiter comme ça. D'accord. Et donc, la crypto-monnaie, comme je disais tantôt, on a des États-Unis en ce moment qui sont en train de faire des réserves stratégiques de Bitcoin. D'accord. Pourquoi les États-Unis font des réserves stratégiques de Bitcoin? Parce que le Bitcoin est en train de devenir la prochaine monnaie du commerce international. Ça veut dire qu'on va laisser le dollar bientôt. Et ils sont même en train justement de... En fait, c'est un peu complexe ce que je vais expliquer parce qu'il faut d'abord des bases en crypto-monnaie. Même terre à terre. Je vais On expliquer veut terre tous à terre. comprendre, Ok. y compris les auditeurs de Gabon. Ok. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le fait que les États-Unis, impriment plus d'argent, plus de billets qu'il n'y a d'or, ça crée de l'inflation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une dette de près de 35 000 milliards de dollars. Absolument. C'est la dette des États-Unis. Alors, pour que les États-Unis remboursent cette dette, ils sont justement en train d'exploiter les crypto-monnaies pour qu'au lieu de payer leur dette, ils disséminent leur dette en fait à tout le monde entier à travers ce qu'on appelle l'USDT. Parce que dans le monde des crypto-monnaies, il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin qui est une crypto-monnaie qui fluctue, mais il y a des crypto-monnaies comme les USDT qui sont adossées directement à la valeur du dollar. Ce qui fait que aujourd'hui, tu peux être au Gabon, c'est ça l'avantage des crypto-monnaies. Tu peux être au Gabon, tu envoies les USDT à quelqu'un qui est en Chine, les États-Unis, instantanément. Il n'y a pas de Bitcoin au Gabon égale Bitcoin en France égale Bitcoin partout. Bitcoin aujourd'hui permet de pouvoir augmenter l'inclusion financière. C'est-à-dire que tu as juste un téléphone et une connexion Internet, tu crées ton portefeuille Bitcoin. Tu n'as pas besoin de paperasse, de longues procédures, etc. Voilà. Et c'est justement cette flexibilité-là que permet les crypto-monnaies que les États-Unis sont en train d'exploiter pour envoyer les USDT partout. Donc, les USDT, en réalité, c'est la dette américaine qui va être redéfinie dans le monde. Mais en réalité, c'est problématique. Absolument. Parce que le système du dollar va perdurer. C'est pour ça que les BRICS ont justement lancé BRICS Pay pour essayer de contrecarrer l'hégémonie du dollar. Donc aujourd'hui, on est en train d'assister à un monde qui est en train d'aller sur la blockchain, qui est en train de se digitaliser. Et pour que nous, les Africains, puissent ne pas rester en marge, il faudra que l'on puisse aussi adopter ces technologies. Je vais prendre un exemple simple. Le Bitcoin, il n'y a que 21 millions de jetons, de pièces de Bitcoin. Donc c'est très rare, plus rare même que l'or. Absolument. Il y en aura bientôt plus. Donc il faut que nos pays africains, que le Gabon, s'arment déjà et accumulent du Bitcoin maintenant. Le Bitcoin, je vais prendre un exemple. Vous connaissez le Salvador, c'est le premier pays au monde qui a adopté le Bitcoin. Absolument. Avant même la... Voilà. Et on va dire sud-américain. Exactement. Et ils sont sur le contrôle du dollar. D'accord. Et justement, en adoptant le Bitcoin, ils ont pu payer leur dette extérieure. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que le Bitcoin... Voilà. Parce que le Bitcoin aujourd'hui, étant donné que c'est une monnaie qui est en train d'avoir de l'effervescence sur le plan international, ça prend de la valeur. Voilà. Donc le Bitcoin, quand ils ont acheté ça en 2020, ça valait un truc comme 20 000 $. Aujourd'hui, le Bitcoin vaut quasiment 120 000 $. 120 000 $. Donc, imaginez un peu un État qui s'est investi, qui a acheté du Bitcoin massivement. Ça rapporte forcément. Et ça permet de maintenir un certain niveau de souveraineté parce que personne ne peut contrôler les Bitcoins de cet État. Absolument. Alors, à vrai dire, avec le développement des MNBC, on peut dire que non seulement la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire l'argent, va totalement disparaître, mais certaines institutions ou certaines structures de contrôle des anciennes monnaies n'auront plus de rôle à jouer. Enfin, on n'aura plus besoin de tous ces intermédiaires. Non, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a un gros combat au niveau de ces différents... Je vais prendre un exemple. Par exemple, il n'y a même pas une semaine, vous avez des systèmes comme Wave qui ont été bloqués en Afrique de l'Ouest. Absolument. Ils ont été bloqués pourquoi? À cause de ça, parce que les banques centrales sont en train de vouloir annuler le cash. Et ils sont en train de vouloir récupérer le contrôle et le monopole qu'avaient pris les systèmes de mobile money. Donc le mobile money dérange en réalité. Et donc les MNBC, ça va être comme mobile money, mais contrôlé par la banque centrale. Et donc c'est ce monopole-là qu'ils sont en train de vouloir récupérer. D'accord. Alors justement, nous arrivons au terme de notre émission. Ça va tellement vite et il y a beaucoup à apprendre sur ce domaine-là. Je vais juste rappeler à nos amis auditeurs que nous recevons ce jour M. Nguemit Nick Harley, qui est fondateur de
Crypto Afrique Future, donc qui est un cabinet de conseil et de formation en crypto-monnaie. Il est expert et consultant en blockchain et crypto-monnaie, auteur conférencier avec quasiment plus de 6 ans d'expérience dans le secteur blockchain et crypto, pionnier de la crypto-éducation en Afrique francophone. On va en parler tout à l'heure avant de boucler et puis dire que la prise de son aujourd'hui est assurée par Brandy Angoué et le service numérique par Paul Diessy. Et justement, on n'a pas fini avec le CFA, mais on ne peut pas sortir de cette émission sans parler. Nous, souvent ici au niveau de Gabon, on parle d'éducation financière de manière générale. Ouais, ouais. Mais nous voulons que vous nous parliez plutôt de crypto-éducation. Ok. Alors, Super. comment vous est venue l'idée de créer ce concept et comment ça se passe concrètement? Parce que là, Ok. pour nous, c'est encore un peu de barbare, tout ça. C'est un peu compliqué encore. Ok. Déjà, aujourd'hui, quand on entend parler de crypto-monnaie, c'est associé à de l'arnaque. Les gens D'accord. se disent que oui, Ils la ont peur. crypto, exactement. Les gens se disent, tu envoies 10 000, tu gagnes 300 000 en 24 heures. Ça, c'est vraiment ça l'image des crypto-monnaies. Donc, moi, je me suis lancé parce qu'en réalité, ce n'est pas ça la crypto-monnaie. Comme je disais tout à l'heure, la crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% numérique qui n'est D'accord. contrôlée par aucune institution et justement qui permet de regagner notre souveraineté monétaire. Alors, moi, je me dis, aujourd'hui, il faut donc que les gens soient éduqués. Il faut donc que les gens comprennent réellement ce que c'est. Il ne faut pas seulement que les gens qui fassent du bruit sur Internet, ce soient les arnaqueurs, mais que nous aussi, qui avons la bonne information, puissent partager. D'accord. Donc, j'ai lancé Crypto Afrique Future sous forme de chaîne YouTube en 2021. Et après, au fur et à mesure, les demandes, je vais vous dire, la majorité de mes apprenants en réalité sont en Afrique de l'Ouest parce qu'eux, ils sont vraiment plus intéressés par ces thématiques-là. Ici, c'est pas trop... Mais c'est en train d'arriver. Donc, c'est déjà une très bonne initiative qu'un média local puisse m'avoir appelé pour présenter ça. Et donc, l'idée pour nous, c'est de former les gens pour qu'ils comprennent l'avantage des crypto-monnaies sur le plan économique, technologique, géopolitique, géostratégique et philosophique. Et votre structure de formation, comment ça se passe? C'est sûr que c'est en ligne, forcément, puisque vous parlez de travailler avec des populations de l'Afrique de l'Ouest. Okay. La formation se passe en ligne. Dites-nous tout, comment ça se passe? On s'inscrit? Est-ce qu'on paye par heure? Est-ce que c'est des masterclass? Concrètement, comment ça se passe? D'accord, les formations? En fait, depuis 2024, on a vraiment commencé à attaquer le marché gabonais. Donc, on a déjà pas mal d'élèves au Gabon aussi. Donc, on a un bureau qui se trouve juste à l'ancienne Sobraga en face de Multipress. Donc, pour les personnes qui veulent s'inscrire, ils passent simplement sur place. Pour ceux qui sont à l'étranger, effectivement, les cours se font également en ligne. Mais on a le centre de formation aussi qui se trouve au Feu Rouge Bouquet. Donc, on est en ligne et en présentiel. D'accord. Déjà, lui donner l'adresse en ligne. Oui. Pour les auditeurs qui sont intéressés pour les Crypto formations. Afrique Future, toutes les plateformes confondues, site internet, Facebook, TikTok, Crypto Afrique Future. Maintenant, on a un programme de formation précis qui s'appelle le Crypto Elite d'Afrique, qui est la meilleure formation crypto-monnaie de tout le continent africain. Qui vous a donné ce titre? Déjà, ça fait près de 30 000 élèves que nous avons formés, près de 500 experts. Nous, on forme vraiment des experts. Et des experts qui ont un niveau international dans ce domaine des crypto-monnaies. Voilà. Donc, les formations, on a plusieurs modèles de formation. Vous nous contactez et puis on vous donnera. Justement, vous parlez de niveau de formation. En fait, on va parler de manière simple. Il faut avoir un niveau bas, il faut être simplement, comment dire, quelqu'un qui est intéressé par cette discipline. Est-ce qu'il y a un niveau quand même de base pour, selon les formations que vous faites, pour pouvoir accéder, évoluer et mieux comprendre ce concept qui paraît un peu nouveau? Nos formations permettent de passer de débutant à expert et nous prenons tout le monde. Et un débutant à un niveau académique, quoi? Troisième, terminal, bac? Peu importe le niveau. J'ai mon petit frère dès 12 ans. J'ai commencé déjà à enseigner les crypto-monnaies. Aujourd'hui, il est quasiment expert. C'est pas voilà, vrai. Donc, amis auditeurs, vous voyez que souvent on parle des choses qui peuvent paraître barbares, qui peuvent paraître hermétiques, alors que dans le fond, il n'y a rien derrière. C'est un peu dommage parce que l'Afrique centrale, on nous reproche d'ailleurs souvent d'être un peu à la remorque, de ne pas toujours suivre. On va parler terre à terre, de ne pas suivre. Alors que nous sommes dans un domaine, nous avons écouté l'expert de Dakar qui nous expliquait un peu tous les avantages qu'il y a, et notamment que lorsqu'il nous parle de Timothée Gardner, qui sont aujourd'hui des figures emblématiques de la finance. Ne pas suivre ce genre de personnes, c'est quand même un peu faire exprès de se cogner la tête, alors qu'il y a possibilité de mieux comprendre justement ce concept. Alors, monsieur Nguembi, nous tirons, notre émission tire à sa fin. Peut-être un mot de fin, nous n'avons pas terminé totalement. Peut-être, non, un petit commentaire. Revenons sur les monnaies. Moi, je fais une émission dans le cadre de la chronique économique, parce que j'ai aussi ce privilège de présenter la chronique économique tous les jeudis matin à partir de 7h25, toujours sur Radio Gabon. Et j'avais fait le constat, ça c'est le journaliste, de la mauvaise qualité, entre guillemets, par exemple, des billets qui semblent facilement
comment dire, vieillir. On a l'impression qu'ils vieillissent facilement au toucher, n'est-ce pas? Et la confusion, par exemple, au niveau des pièces de 25, parce qu'il y a la pièce de 25 qui est blanche aujourd'hui. Il y a même la pièce de 200 francs. Il y a une grosse confusion. L'expert que vous êtes pense quoi de ces nouvelles pièces et ces nouveaux billets? Bon, ce que je pense, c'est que le plus important sur, par exemple, un billet, c'est le numéro de série de ce billet. Parce qu'en réalité, sur le billet d'effectuer, tu peux aller à la banque et puis le changer. D'accord. Les billets, les pièces, c'est pareil. Maintenant, après, en Il y a une réalité, confusion quand même, oui, M. Guébic. oui, Aujourd'hui, la effectivement, pièce de 25 et la pièce de 50, c'est on peut pour, la confondre. c'est pour enlever ces confusions-là qu'on crée la monnaie numérique. Ah ben c'est très bien, vous avez vraiment chuté là où je ne vous attendais pas. Exactement. Je ne vous attendais pas, mais vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nguembi Nick à Harley, et j'espère que après cette émission de Gabon Echo, vous aurez encore un peu plus de, j'allais dire, des étudiants ou d'élèves qui viendront, n'est-ce pas, s'initier, n'est-ce pas, à cette nouvelle donne qui est normalement une voie de sortie, hein, une voie de sortie excellente pour nos économies. Et vous l'avez dit, et tout le monde le dit, ceux qui ont les yeux ouverts savent que lorsqu'on maîtrise l'économie d'un pays, bon voilà. Et je pense que l'économie, la géopolitique mondiale, pas seulement gabonaise, il faut qu'on comprenne ce qui se passe à l'échelle macro. Absolument. Et il faut qu'on vulgarise ça. Je pense même que dans le cursus éducationnel, genre. C'est pas dans les programmes encore. On doit mettre ça en fait, parce que c'est indispensable que les gens. Madame Camélia, tout le monde, suivez-nous vraiment. Et puis, voilà, même Monsieur le Premier ministre, enfin, Monsieur le Premier ministre, on a le Premier ministre, Monsieur le vice-président du gouvernement, Monsieur Barreau Chambrier. Voilà. Comment ça se fait qu'on utilise de l'argent pour faire tout, mais on n'explique pas comment fonctionne l'argent, comment on crée l'argent, d'où vient. C'est pas normal. D'accord. Je pense que nous avons essayé, hein, avec les mots qui sont les nôtres, et surtout avec le concours de notre expert ici, Monsieur Nguembi Nita Harley. Merci vraiment d'avoir répondu à cette invitation malgré les petites difficultés que nous avons connues pour l'enregistrement. Merci à Fabien Guillaume qui assure la réalisation de l'émission particulièrement ce jour. Merci à Brandy Angwe pour la prise de son. Merci aussi à Paul Biessi du service numérique, grâce à qui justement vous pourrez suivre notre émission en ligne. Gérard Malécous et moi, je ne partirai pas sans remercier encore aussi. Nous avons des fidèles, hein, nous avons vraiment des fidèles auditeurs, Madame Mandro, Monsieur Agamboué Landry, Monsieur Roland Minko, par exemple, Monsieur Mollet, bon, dit Iko Tanzambe. Vraiment, c'est des gens qui nous suivent beaucoup, qui nous encouragent, et sans compter bien d'autres personnalités que nous n'allons pas citer ce jour. Merci vraiment de nous avoir suivis. Nous avons essayé de vous apporter un peu de lumière sur le sujet du jour, hein, c'est-à-dire est-ce que vraiment le CFO a encore un avenir avec tout ce qui se fait aujourd'hui, et notre expert a essayé de nous éclairer. Merci encore et à très bientôt sur les antennes de Radio Gabon.